pour la COP, mais également avec un agenda bilatéral. Nous étions hier à Salvador de Bahia, aujourd'hui à Belém pour la COP, avec d'abord un agenda bilatéral avec le Brésil que nous continuons de déployer. J'étais hier pour faire le suivi de la saison croisée que nous avons lancée lors de la visite d'État que j'avais effectuée ici, puis celle du président Lula. Et j'ai pu aujourd'hui passer un long moment avec le président Lula sur notre agenda bilatéral. Et donc nous continuons ici de développer les projets, à la fois les projets qui sont liés à la COP, puisque nous avons bâti un fonds Amazonie d'1 milliard d'euros. Nous avons déjà engagé 400 millions d'euros pour justement mener des activités à la fois de recherche, mais d'encouragement à la bioéconomie pour l'Amazonie à la fois française et brésilienne. Nous avons aussi beaucoup de sujets militaires, économiques, que nous avons continué de travailler, et les prochaines semaines permettront d'avancer, qu'il s'agisse des hélicoptères, civils ou militaires, des sous-marins. Vous vous rappelez peut-être que nous avions été sur un de nos grands chantiers ici même il y a quelques mois, mais également les sujets économiques. Je veux dire ici combien pour nous la relation avec le Brésil est stratégique, importante, et cette visite nous a permis d'avancer sur beaucoup de ces points. Le deuxième élément, c'est évidemment la COP. D'abord, je venais ici avec une parole européenne claire et forte, puisque nous avons finalisé il y a 48 heures ce qui avait été travaillé lors du dernier Conseil européen, c'est-à-dire la stratégie européenne, cohérente d'ailleurs avec la stratégie française de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, puisque les Européens ont confirmé leur engagement de réduction de 90% à horizon 2040, avec un rendez-vous à 2030 et une série de mesures techniques qui ont été détaillées il y a 2 jours et qui ont donné lieu à un vote. Et donc nous avons pu venir ici en affirmant que nous continuons sur une stratégie d'engagement pour le climat et en même temps de compétitivité économique. C'est cet agenda qui est le nôtre, européen, continuer à investir dans l'innovation, renforcer notre compétitivité, mais tenir nos engagements climatiques, ce qui est important. Et l'Europe, d'ailleurs, je le rappelais tout à l'heure, est sur le sillon de ces engagements, contrairement à beaucoup d'autres. En parallèle, nous voulons continuer à avancer sur les financements innovants, le crédit biodiversité que nous portons avec les Britanniques, et que nous voulons mettre en place comme un étalon de mesure à l'international sur la défense des grands projets de biodiversité. Évidemment, les initiatives que nous avons prises avec plusieurs de taxes internationales pour financer cet effort, qu'il s'agisse du transport maritime ou de l'aviation. Et enfin, le soutien à l'initiative pour les forêts. Et nous avons tout à l'heure tenu justement une réunion sur ce sujet pour bâtir justement ce nouvel instrument qui permet de financer la lutte contre la déforestation et la préservation des forêts. Ce qui vient en lien direct avec les efforts que la France a conduits ces dernières années, à la fois pour nous-mêmes dans l'Amazonie française en Guyane, mais également les efforts que nous avons faits avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie pour préserver la forêt, au Gabon où nous avons lancé des instruments justement de surveillance de ces mécanismes, de ces évolutions avec le One Forest Vision, et avec aussi un soutien à la stratégie dans le Congo. Et nous avons annoncé cette alliance aussi de soutien pour le bassin du fleuve Congo pour lutter contre la déforestation et soutenir les pays forestiers de la région, et pour l'Amazonie, au-delà du fonds que nous avons créé avec les Brésiliens. Voilà, je ne veux pas être plus long sur ce sujet, mais cette COP a permis donc d'être au rendez-vous pour ce qui est de la France et des Européens, de nos stratégies 2035-2040, ce qui était notre devoir, mais de continuer à avancer sur des initiatives structurantes que nous avions bâties ces dernières années. Enfin, à l'occasion de cette COP, j'ai pu rencontrer un instant le président de la transition syrienne, M. Al-Shara, pour faire un point sur les différents sujets. Comme vous le savez, nous avons décidé dès le début d'engager avec le président de la transition pour essayer de retrouver l'unité, l'intégrité territoriale de la Syrie, lutter plus efficacement contre la production de drogue, les groupes terroristes, et permettre le retour des réfugiés. Aujourd'hui était une étape importante, puisqu'il y a eu un vote à l'ONU qui a acté la levée des sanctions, validant la stratégie que la France avait commencée. Le président transition Al-Shara se rendra à Washington dans quelques jours et aura là aussi à prendre des décisions et acter des avancées avec le président Trump. Je lui ai redit ici notre volonté d'abord que ce qui s'est passé en mars et en juillet, en mars sur la côte ouest et en juillet dans le sud, et les violences qui avaient été commises devaient donner lieu à des suivis judiciaires, parce que c'est sa responsabilité de donner une place à toutes les composantes de la société civile syrienne.
La deuxième chose, que nous continuerons d'être des partenaires pour bâtir cette unité, en particulier dans le dialogue avec les forces démocratiques syriennes, pour réunifier pleinement la Syrie. La France, comme vous le savez, a aussi eu un rôle actif avec plusieurs autres partenaires pour que le travail soit renforcé avec le Liban. J'avais eu l'occasion d'établir le contact quand le président Aoun était venu à Paris avec le président Al-Shara. Et donc là-dessus, dans la lutte contre les actions terroristes du Hezbollah, pour aussi préserver la stabilité, nous allons continuer ce travail. Nous souhaitons aussi appuyer le travail avec les États-Unis d'Amérique pour retrouver des garanties de sécurité et stabiliser la relation avec Israël. Et enfin, j'ai redit l'importance au président Al-Shara. Ce que nous attendions, c'est que la Syrie soit un acteur plein et entier de notre lutte contre les groupes terroristes et Daeshi dans la région. Je le rappelle ici, nous sommes à quelques jours des commémorations du 13 novembre et nul n'oublie que ces attentats avaient été fomentés en Syrie. Et donc c'est un sujet aussi de sécurité pour les Français. Et donc j'ai appelé le président Al-Shara à rejoindre la coalition internationale de lutte contre Daesh, comme vous le savez, dans laquelle la France est engagée, pour pleinement participer à cet effort et nous permettre d'éviter toute résurgence. Voilà les points clés, mais je constate que l'agenda avance, il y a encore beaucoup de choses qui sont à discuter, à travailler, mais nous avançons très concrètement au service de nos intérêts sécuritaires, de la stabilité de la région et pour permettre tout ce travail. Je vais maintenant répondre à quelques questions. Tout à l'heure, vous avez fustigé les prophètes du désordre. Qui visiez-vous nommément? Est-ce que vous faites allusion par exemple à Donald Trump qui n'est pas là pour cette COP? Est-ce que vous visez par exemple aussi l'extrême droite française? Je visais toutes celles et ceux qui considèrent que la science n'est pas claire. Et vous avez cité quelques-uns des acteurs de cette démarche, mais je crois qu'aujourd'hui on a des éléments scientifiques indépendants qui sont robustes, on les a depuis longtemps. Le GIEC, l'IPES et plusieurs autres sont là qui le montrent. On a des systèmes de mesure qui sont très clairs. Et donc je pense que personne ne peut ignorer le fait que nous avons amélioré les choses par rapport à la trajectoire qui existait avant les accords de Paris. Je rappelle qu'on était sur une trajectoire d'un réchauffement à la fin du siècle 4 à 5 degrés Celsius de plus. On a réussi à baisser à 2,8, mais ça n'est pas suffisant. On n'est pas encore au plus 1,5 degrés Celsius, qui, on le sait, sont ce qui permettra de tenir. Tout ça se mesure. Et quand on parle par exemple de la forêt, on le mesure pleinement. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans tous nos calculs pour 2040, 2050 et au-delà, on a toujours dit que les forêts, comme les mangroves et les océans, étaient des puits de carbone. On est en train, et les travaux scientifiques l'ont établi cette année, de montrer que ce sont des puits de carbone moins efficaces. Pourquoi? Parce que nos forêts sont en train de se réchauffer elles-mêmes et de subir les conséquences du dérèglement climatique. Et donc vous voyez à quel point cette boucle est mortifère. Mais à chaque fois qu'on prend une décision et qu'on avance, on le fait sur la base d'une science indépendante qui établit les faits. Et je pense que c'est fondamental pour nous de continuer. Et donc, ça n'est pas... On peut avoir des désaccords politiques sur les moyens. On peut avoir des désaccords politiques sur des priorités. Moi, je respecte qu'il y ait des gens qui vous disent « Je considère que le dérèglement climatique n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est totalement l'économie. » Je pense que c'est une erreur et qu'il faut pouvoir faire les deux. Et justement, marier ces agendas. Ce que la France fait, et nous avons des résultats pour le faire. Et au service de ce que je dis. Nous avons créé plus de 2 millions d'emplois durant les 8 dernières années et nous avons très fortement accéléré la baisse de nos émissions. Donc on voit bien qu'on peut faire les deux avec une stratégie d'investissement et d'innovation. Mais je respecte ces désaccords. Là où c'est dangereux, c'est quand on nie la réalité même scientifique du dérèglement climatique et du réchauffement. Et quand vous avez des propos politiques qui nient la racine profonde, qui interdisent des programmes de recherche, qui ne veulent pas voir la réalité, ça c'est dangereux. Parce que ça ne permet plus non plus le bon fonctionnement de démocratie, c'est-à-dire des désaccords sur des faits objectifs. Mr. President, one question to President Miguel, please. In English. I will do it. Did you discuss with President Lula the EU-Mercosur agreement, and are you fully satisfied with the safeguards requested by France? And if I may ask you a final question, are you giving green light to the signing ceremony in December? We are not yet in December, and I'm happy to be in November and try to deliver my daily work. But our agenda is very clear to President Lula. We consider that for a lot of sectors, the Mercosur agreement is very positive. We consider that geopolitically,
This negotiation is relevant because for both of us, this is a good way of diversification. Nevertheless, for some sectors, especially for some farmers, it could be very detrimental. This is why we ask to the European Commission to guarantee some safeguard measures, as well to have additional controls, but some supports to some of our farmers and so on. What is now negotiated, this is how the safeguard clauses are mirrored by the European Commission with the Mercosur members. This is being negotiated. I have good hope, but I'm still vigilant. And when we will have full visibility on the implementation of the safeguards, my answer could be yes. I do hope, because I think it could be relevant, but we want to be respected in this approach, and this is a responsibility of the European Commission. Mr. President, sur ce sujet, Monsieur le Président, est-ce que le président Lula vous a dit que lui est d'accord avec les clauses de sauvegarde? Le président Lula, bien sûr, j'ai compris. J'ai compris, c'est légitime. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est très important. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur a été négocié pendant de longues années. J'ai dit que, tel qu'il avait été signé, pour nous, il n'était pas acceptable parce qu'il n'apportait pas des garanties pour plusieurs secteurs agricoles et qu'il fallait pour cela, si ce n'est des clauses miroirs qui permettent de refléter exactement nos règles et nos contraintes, au moins des clauses de sauvegarde qui, quand certains marchés sont déstabilisés, permettent des mesures d'urgence. Nous avons été entendus par la Commission qui non seulement nous a donné une réponse positive sur ces mesures, ces clauses de sauvegarde, mais a souhaité aussi apporter des soutiens, en particulier au secteur de l'élevage, apporter aussi un renforcement des protections de notre marché intérieur, avec un renforcement de notre union douanière et une série de mesures techniques qui permettent d'avoir un paquet qui, à nos yeux, est tout à fait acceptable. Ceci s'ajoutant au fait que pour beaucoup de nos producteurs, je pense par exemple à notre filière viticole, qui est heurtée par les tarifs américains, c'est aussi une perspective de diversification. Que pour beaucoup de nos secteurs industriels, l'accord Mercosur est bon. Fort de cela, nous avons donc avancé le travail technique avec la Commission. Maintenant, les semaines qui viennent, c'est le travail que la Commission européenne va mener avec le Mercosur pour que ces clauses soient acceptables et acceptées. Les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif. Mais je reste vigilant parce que je défends aussi les intérêts de la France. Sur ce dossier, longtemps vous avez fustigé cet accord du Mercosur. Non, pas du tout, parce que j'ai été cohérent depuis le début. J'ai dit qu'en l'état, il n'était pas acceptable. C'est pour ça que je vous dis qu'il est en train d'être changé. Et donc, si ces clauses sont bien mises en œuvre, qui n'existaient pas dans l'accord, à ce moment-là, nous considérons que cet accord peut être acceptable. Et au fond, pour moi, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Premièrement, nous avons été respectés parce qu'on a constitué une coalition d'États membres par la Commission qui a acté qu'il fallait l'améliorer. C'est les fameuses clauses de sauvegarde et les lettres qui seront échangées. La deuxième chose, on a un contexte géopolitique qui est différent. Nous parlons dans un moment où le marché chinois se ferme chaque jour de plus en plus parce qu'il y a des surcapacités et où le marché américain est beaucoup plus difficile en raison des tarifs, ce qui n'existait pas il y a un an. La troisième chose, c'est qu'en plus de ces clauses de sauvegarde, nous avons négocié avec la Commission des mesures de soutien à l'élevage et des mesures de renforcement de la mise en œuvre de notre union douanière. Et je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, on a des produits agricoles et agroalimentaires qui arrivent, d'ailleurs du Mercosur ou d'autres, qui avant même ce Mercosur, cet accord nouveau, ne correspondent pas à nos règles phytosanitaires. Parce que nous avons des contrôles qui sont insuffisants, une union douanière qui n'est pas assez efficace dans nos ports et nos aéroports, nous avons trop de ces produits qui sont en train de pénétrer sur notre marché. Et donc le renforcement, c'est aussi une mesure de cohérence, mais d'efficacité. Donc je suis cohérent dans ce que je dis et je suis le travail dans les détails, parce que c'est comme ça aussi qu'on fera de l'Europe une puissance commerciale, ce qui est ce à quoi je crois. S'il y a bien ces clauses de sauvegarde, la France ne s'opposera pas et même... Je confirme ce que j'ai dit depuis que nous les avons négociés, avec d'ailleurs les États qui nous ont suivis en cela, hein, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et plusieurs autres, c'est que si on arrive à changer et à améliorer ces accords pour défendre nos intérêts, protéger les filières qui pourraient être sinon bousculées, c'est un accord que nous pouvons soutenir. Mr. President, President Lula today mentioned the need of a roadmap to transition away from fossil fuels. Do you believe it's possible to reach a deal on it in this COP, during this COP?
And is it possible to reach any deal on methane during this COP? On methane, Yeah. I think it's a necessity precisely to deliver this agenda. This is first a commitment which should be given by all the countries based on your national strategy. This is what we did as Europeans and as French, because we will deliver what we committed to do. And we finalized our plan, and I could commit today this line. On top of that, we have to accelerate our commitments vis-à-vis some critical countries very much exposed to coal and some fossil fuels. And this is a national strategy, and this is what we did with the JETP, for instance, focusing the financing on this key country in order to transition more rapidly, and especially to focus our effort on coal transition. And methane is clearly on the top of our agenda, and especially methane leakage. I know that a lot of producers, especially in Brazil, could be reluctant on methane, but I think you can gather everybody on methane leakage. Methane leakage could be reduced, and it is a very important contributor to the CO2 emission and clearly the impact on climate. If we urge our producers, our industrials, to make some investments to reduce this methane leakage. This is a coalition we do back, and with Prime Minister Motley, for instance, and some other countries, we clearly want to accelerate the coalition on methane following this agenda. Peut-être une dernière question. Oui, en parlant d'écologie, on n'a pas eu l'occasion de vous interroger sur ça, mais ce thème de l'écologie, sur les 15 mois qui vous restent de mandat jusqu'en 2027, c'est un thème sur lequel vous allez en particulier vous investir. Vous avez dit vouloir être un peu plus discret sur les sujets nationaux, plus peut-être présent sur le dossier international. Quelle est votre vision là, des choses? Mais je pense que le président est, je dirais par nature et par constitution, est le garant du long terme pour le pays, mais aussi le garant de son indépendance. Et quand on parle de climat, on parle de cela. Le long terme, c'est que c'est normal, nous avons chaque jour des débats qui sont mus par l'actualité, par le court terme, par des actualités qui peuvent être législatives ou qui sont celles des événements. Tout ça ne doit pas nous divertir de stratégie de long terme que nous devons avoir. Et la France doit continuer sa réindustrialisation, continuer d'être un pays plus fort économiquement pour pouvoir financer son modèle social et être indépendante, mais également être un pays qui se décarbone parce que c'est son intérêt de long terme et c'est l'intérêt de la planète. Et c'est la crédibilité de notre parole. Et donc l'engagement climatique, c'est pour ça que j'ai voulu une planification que nous avons bâtie, c'est un engagement de long terme et il ne faut pas le lâcher. Il faut le faire en investissant, il faut le faire en accompagnant, il faut que cet investissement soit juste à l'égard des ménages les plus fragiles, de certaines industries qui sont plus touchées, de certains territoires, mais il faut le poursuivre parce qu'il est bon dans le long terme pour la France et pour la planète. Mais c'est aussi un sujet d'indépendance. Quand on regarde notre balance commerciale, le premier poste de déficit, ce sont les énergies fossiles. Et à chaque fois qu'on parle aussi de décarboner, par exemple, notre parc automobile, on parle de baisser notre dépendance à des producteurs de pétrole. Nous ne produisons pas d'énergie fossile. À chaque fois qu'on fait plus d'économies d'énergie, plus de renouvelables et plus de nucléaire en France, on gagne en indépendance. Et cet agenda est absolument essentiel. Donc oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, que je vais continuer de suivre. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. Pour celles et ceux qui continuent avec moi au Mexique, à tout à l'heure, et pour les autres, bon retour. Merci.